pas, ça marche pas, etc. Et un second onglet, l'onglet questions, sur lequel vous pourrez rebondir sur notre présentation et poser toutes les questions que vous avez si vous n'avez pas compris. Voilà, donc merci d'être avec moi aujourd'hui, Hugues, pour cette première, cette première dernière version de ces webinaires. Troisième édition du webinaire donc sur les grands changements de la réforme de l'OETH. Pascaline Thuot, donc qui est notre chef de projet transformation des OETH, et c'est un gros dossier. Je ne m'ennuie pas. Et donc Hugues, directeur de notre direction sur la mobilisation du monde économique et social. Voilà, donc l'objet de ce webinaire, c'est de faire un tour d'horizon sur justement la réforme de l'obligation d'emploi, les grands changements, et puis évidemment d'apporter des informations le plus précis possible. Alors c'est vrai que depuis qu'on a démarré, il s'est passé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a des décrets d'application, donc on a en visibilité voilà, les grands éléments de cette réforme, mais c'est bien quand même de rappeler les enjeux, les objectifs de la réforme et un peu l'état d'esprit de cette réforme. Donc, évidemment, employés, il s'agit bien de développer l'emploi des personnes handicapées. L'emploi direct, oui, parce que d'ailleurs, c'est comme ça, demain, désormais, j'ai envie de dire, et demain qu'on va comptabiliser finalement et on va afficher un taux d'emploi direct, mais aussi de rappeler que on valorise toutes les formes d'emploi et que donc, bien sûr, le recours à la sous-traitance, donc les EA, les ESAT, mais aussi les travailleurs indépendants, on va le voir, mais aussi l'intérim, toutes les formes d'emploi sont valorisées, donc c'est important. Il y a un élément très important de simplification, là aussi on va le voir un peu plus dans le détail, puisque l'élément majeur de cette simplification, c'est évidemment le recours à la DSN, et donc le fait qu'on ait un tuyau, voilà, qui embarque toutes les données sociales, dont les données concernant les personnes en situation de handicap. Donc ça fait un changement effectivement important par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, où on fait une déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés, qui est envoyée d'ailleurs à la GFIP. Alors il faut rappeler aussi d'ailleurs que la DSN, ça veut dire que c'est plus la GFIP qui va être destinataire de ces données directement. Donc là aussi, pas mal de changements. Et puis donc on le disait sur la valorisation, toutes les formes d'emploi, mais aussi le fait de prendre en compte finalement dans l'effectif les bénéficiaires de l'obligation d'emploi à leur temps réel de travail, si je le dis simplement. Alors il y a un terme technique. En ETP travaillé, et donc ils seront calculés, les effectifs seront calculés et mis à disposition par les organismes sociaux, les URSSAF et la MSA, sur la base des effectifs moyens annuels. Et ça participe aussi de la simplification, puisque finalement, cette modalité de calcul du temps de présence des collaborateurs en situation de handicap, c'est la même que celle des collaborateurs lambda. Et là aussi, donc, c'est un élément évidemment intéressant en matière de simplification. Alors, je propose qu'on descende, je dirais, en piqué sur quelques éléments de ce qui change en 2020. Alors, rappelez qu'on est toujours avec un taux d'emploi à 6%, mais il y a un petit changement, c'est qu'on parle désormais d'un taux plancher. Voilà. Alors, taux plancher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça ne descendra pas en dessous de 6. C'est ça. En revanche, c'est susceptible d'augmenter. Alors, là aussi, pas de panique, si je puis dire. L'augmentation, elle ne serait réalisée que si, effectivement, on s'apercevait que la place des personnes en situation de handicap dans la société était plus importante et que donc il fallait réviser ce taux. Il y a une procédure avec notamment un avis consultatif du CNCPH, comité consultatif justement national de l'emploi sur les personnes handicapées. Bon, et donc voilà, ce qu'on retient, c'est que dans ces échanges qui ont eu lieu et ces débats sur la réforme de l'OETH, on a effectivement maintenu ce taux de 6% qui est révisable. Bon, c'est l'esprit aussi de la loi de 87 avec l'installation du quota réaffirmé par la loi de 2005. Alors, là aussi, on le disait tout à l'heure, important, on a dit l'emploi direct, oui. Alors, juste pour avoir bien les choses à l'esprit, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un taux d'emploi qui est fabriqué à partir de l'emploi direct, donc les collaborateurs qui sont comptabilisés dans les effectifs, et
on y ajoute le recours à la sous-traitance. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Et demain, ça change. Et demain, ça change. Demain, dans le taux d'emploi, ne seront valorisés que les emplois directs au sein de l'entreprise, à savoir les collaborateurs en CDI, en CDD, mais également les travailleurs handicapés accueillis via l'intérim, mais également les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont accueillis en stage. Les stages qui aujourd'hui ne sont pas valorisés comme de l'emploi direct le seront demain. Alors. Et du coup, la sous-traitance viendra en déduction du montant de contribution. Alors voilà, donc ça veut dire que la sous-traitance, ça compte toujours. Ça compte c'est toujours. Important. On l'a dit, il faut valoriser toutes les formes d'emploi et c'est évidemment une forme d'emploi. Donc ce qui change, c'est au lieu de le prendre en compte dans le calcul qui permet de voir combien est le montant de la contribution, on va faire le calcul à partir de l'effectif présent, les personnes qui sont présentes dans l'effectif, et ensuite on va déduire du montant de contribution. Ça, c'est effectivement un changement important. Alors, la sous-traitance, comment ça marche? Parce que là aussi, pourquoi on parle du taux d'emploi? Puisque en fonction du taux d'emploi direct, nous n'aurons pas la même modalité de valorisation de la sous-traitance. Donc ça, c'est important de faire un petit focus là-dessus. C'est ça. Il y a un cut qui est placé à 3%. Il y a un cut qui est placé à 3%, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait un taux d'emploi en dessous de 3% ne pourra valoriser la sous-traitance que dans un maximum finalement de déduction de 50%. En revanche, lorsqu'elle passe la barre des 3%, elle pourra aller réduire le montant de sa contribution à 75%. D'accord. En ne prenant aussi, alors c'est un peu compliqué, mais je pense que le support est peut-être un petit peu plus clair, en ne prenant que 30% du coût de la main-d'œuvre. Et ça ne change pas. Oui, déjà aujourd'hui, ça, c'est pas nouveau. Déjà aujourd'hui, les montants de contribution, les montants de valorisation de la sous-traitance et donc aujourd'hui on en calcule des unités bénéficiaires, sont calculés uniquement sur les coûts de main-d'œuvre, pas sur le coût de matière première, pas sur le coût de tous les autres coûts, uniquement sur le coût de la main-d'œuvre. Donc 30% du coût de la main-d'œuvre, je suis jusqu'à 3%, je valorise 50%, je suis au-dessus de 3%, je valorise 75%. C'est ça. Je peux baisser mon montant de contribution de 75%, tout à fait. D'accord. Alors, c'est pareil, ce qui ne change pas, c'est que si j'achète des prestations auprès d'un ESAT ou d'une EA, c'est l'ESAT ou l'EA qui va m'envoyer l'attestation. Une attestation qui précisera les montants valorisés. Très bien. Alors, ça nous amène à la DSN, puisqu'on a dit tout à l'heure, voilà, il y a ce canal qui va vers l'URSSAF avec les données sociales. Il y aura donc effectivement des données qui concernent les personnes en situation de handicap, mais concrètement, finalement, comment ça marche? Je suis employeur, qu'est-ce que j'ai à faire pour que dans cette DSN, finalement, soient pris en compte mes collaborateurs en situation de handicap? Alors, la première chose, c'est de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel. C'est à l'éditeur de logiciel de paye de se mettre en conformité chaque année avec les évolutions réglementaires et législatives. Donc, ça fait partie des contrats en règle générale. Un logiciel de paye doit se mettre à jour en fonction de chaque nouvel élément législatif ou réglementaire, de façon à ce que dans votre logiciel de paye, vous alliez renseigner chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, sur le bloc, ce qu'on appelle le bloc contrat, allez valoriser le titre de bénéficiaire chaque mois, à compter de la période d'emploi de janvier 2001, donc qui sera 2020, qui sera à déclarer les 5 ou 15 février 2020. Alors, ça commence en 2020. Oui. Donc, en 2020, au titre de l'année 2019. Non, au titre de l'année 2020, c'est-à-dire que les travailleurs handicapés qui sont dans des entreprises en 2020, l'entreprise va aller déclarer chaque mois, progressivement, mois après mois, le fait que la personne a un titre de reconnaissance. D'accord. Alors, ça veut dire qu'en 2020, j'aurai deux choses à faire. J'aurai à comptabiliser, donc à faire en sorte que mes données sociales intègrent bien les personnes en situation de handicap, mais j'aurai aussi, au titre de l'année 2019, à faire une déclaration. À l'AGFIP. À l'AGFIP, comme aujourd'hui. Et là, c'est bien sur l'année 2019. Donc, vous allez recevoir début de
Alors, généralement, ça arrive tout début d'année, le bordereau avec éventuellement les codes de connexion, etc. Et il faudra que vous effectuiez votre déclaration auprès de la GFIP sur l'année 2019, sur les modalités, non pas les nouvelles modalités, ce dont on est en train de se parler là, mais les modalités actuelles. Donc, avec des unités bénéficiaires, etc. Donc, 2020, je fais une déclaration en DSN sur mes bénéficiaires de l'obligation d'emploi et en parallèle, je fais une déclaration à la GFIP comme depuis quelques années maintenant. Ça, c'est important. L'année 2020, c'est une année un peu charnière, donc il ne faut pas, entre guillemets, se louper. On a bien deux choses à faire. C'est ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, et on envoie à la GFIP sa fameuse DOETH, voilà, et ce sera la dernière. Et ce sera la dernière. Et on avec fait soulagement en sorte, pour certains. Voilà, avec un grand soulagement pour certains, effectivement. Et on fait en sorte que les données DSN prennent bien en compte les personnes en situation de handicap qui sont dans l'effectif. En 2021, donc là, on sera sur le rythme normal fonctionnement DSN, mais en début d'année, on aura quand même à envoyer et à faire connaître finalement son montant de contribution, à calculer son montant de contribution en prenant en compte effectivement les effectifs qui vous auront été transmis et en prenant en compte également l'ensemble des déductions. La sous-traitance auprès du secteur protégé adapté, les dépenses déductibles, les déductions liées aux ECAP, parce que l'ordonnance coquille a précisé le fait que les ECAP viendraient en déduction du montant de contribution, et donc de renseigner le montant de contribution. Donc ça, normalement, sur la période d'emploi de février, donc déclaré en DSN les 5 ou 15 mars. Donc, soyons clairs, c'est beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. Et là, on est bien sur le principe de simplification que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, il y a un autre changement important, mais on va y revenir un peu dans le détail tout à l'heure, c'est que, bien sûr, il y a une modification sur les accords, avec une durée désormais limitée des accords qui ne sont renouvelables qu'une fois, donc une durée limitée à 3 ans, avec une possibilité de renouvellement. Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, tout ça, donc, ça se met en place à partir du 1er janvier 2020. On parle d'une 2019-2020, une période charnière pour les employeurs. Alors, dans les changements aussi, alors même si c'est un peu anecdotique, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, ne font une déclaration que les établissements à partir de 20 salariés. Demain, toutes les entreprises, et là on ne parle plus d'établissement, on parle d'entreprise, donc ça aussi c'est un changement important, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, vont faire une déclaration de l'emploi des travailleurs handicapés. Et ça, c'est important parce que même si elles ne sont pas assujetties, puisqu'elles ne contribueront pas à la GFIP si elles n'atteignent pas les 6%, c'est important parce que ça nous permettra évidemment d'avoir une meilleure connaissance de l'emploi des personnes handicapées, de savoir effectivement sur quel poste elles travaillent, quel âge elles ont, et ce sera évidemment de nature à mieux anticiper et à mieux accompagner évidemment les entreprises, puisqu'on aura une connaissance fine finalement de ce qui se passe, toute catégorie d'employeurs confondus au bénéfice des personnes en situation de handicap. Alors, si je reviens sur ce changement important, on a dit c'est plus l'établissement, c'est l'entreprise, et donc là, effectivement, on peut imaginer que pour certaines entreprises, ça a un impact sur ce qu'on va appeler l'assiette, voilà, si on parle un peu technique, d'assujettissement, puisque les établissements qui aujourd'hui étaient à moins de 20 n'étaient pas comptabilisés. Demain, on prend l'effectif total de l'entreprise, et c'est sur cette base-là que va s'appliquer les 6%. Alors, un petit mot quand même sur... donc, ça peut occasionner des changements pour certaines entreprises. Comment ça se passe? Ça veut dire que je me retrouve aujourd'hui avec, mettons, une assiette d'assujettissement de 300-400 personnes parce que c'est le siège et les entrepôts. Je suis, mettons, une chaîne de magasins. Demain, je suis assujetti sur la totalité de mes boutiques et je passe de 300-400 personnes à 1500. Ça veut dire que tout de suite, dès la première année, je vais être impacté? Non, ça veut dire qu'il va y avoir une période transitoire. Alors, ça me permet, je ne sais pas si on peut passer directement à la slide suivante, mais ça me permet
de vous parler du simulateur. En fait, il y a une période transitoire qui est prévue jusqu'à fin 2024, qui va être une période où justement, s'il y a un impact important de ce changement d'assiette ou des modalités de calcul, ou bref, si le montant de contribution était amené pour certaines entreprises à beaucoup augmenter, il y a un système d'écrêtement des montants de la contribution. C'est-à-dire qu'on va aller regarder le montant que l'entreprise, pas chacun des établissements, mais on va consolider le montant de contribution de chacune de chaque entreprise sur l'ensemble de son périmètre, la contribution qu'elle a payée donc en 2019, et après, on va aller estimer le gap supplémentaire, donc le montant de contribution supplémentaire. Et c'est sur ce montant de contribution supplémentaire qu'on va appliquer des abattements, en fait. Donc, la méthode on appelle ça l'écrêtement de l'augmentation. C'est un peu compliqué. Alors, c'est surtout très compliqué la première année parce que c'est sur la base de taux variables. On pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard si ça vous intéresse ou vous inquiète. Mais c'est sur cette augmentation qu'on va venir baisser finalement la part de l'augmentation. Et cela de façon progressive, c'est-à-dire qu'à comportement inchangé, l'impact sera vraiment minoré la première année, puis un peu moins la deuxième, puis un peu moins la troisième, jusqu'à arriver à un trend sans cette variable d'écrêtement. Donc, 2 informations importantes. Ça veut dire que, il y a un mécanisme d'écrêtement qui fait qu'on n'est pas, je dirais, frappé de plein fouet par une très forte augmentation la première année. Et 2, on a 5 ans pour se mettre en ordre de marche. Alors ça, c'est important, puisque qu'est-ce que ça veut dire avoir 5 ans au-delà de la dimension financière? C'est évidemment 5 ans pour agir, 5 ans pour réfléchir à comment faire évoluer la situation de l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise, et pour se rapprocher évidemment des équipes de la GFIP qui peuvent vous appuyer, vous accompagner pour construire une politique d'emploi. C'est évidemment le cas de notre offre de conseil et d'accompagnement, où aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, à travers les délégations régionales, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement, mais aussi utiliser tout ce qui est offert à l'entreprise. Alors, on a parlé du simulateur, ça c'est pour se faire une photographie, finalement, se projeter sur sa situation financière. Il y a bien d'autres outils. On a un centre de ressources et de développement qui permet d'avoir accès à tout un tas, justement, d'outils, des vidéos, des témoignages, des documents qui mettent en valeur les bonnes pratiques, tout ça pour faire avancer aussi le sujet de l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. Et puis, un point aussi important qui est porté par cette réforme de l'OETH, et qui est d'ores et déjà actif, puisque on parlait de 2020, mais d'ores et déjà, aujourd'hui, les entreprises, à partir de 250 salariés, elles doivent désigner un référent handicap. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de nommer quelqu'un dans l'entreprise? Il faut évidemment l'accompagner, il faut le professionnaliser, il faut lui donner les moyens d'agir. Et la GFIP est là ici aussi, bien sûr, pour vous accompagner sur ce registre, puisque nous animons un réseau des référents handicap avec aujourd'hui à peu près 1500 référents actifs qui participent à nos travaux sur l'ensemble du territoire. Et quand je dis l'ensemble du territoire, c'est toute région, y compris l'outre-mer. Et donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous rapprocher de la GFIP pour faire en sorte que le référent que vous aurez désigné puisse participer aux travaux du RRH. Et puis, j'en profite aussi pour dire que ce réseau des référents handicap qui est national va organiser justement avec l'enjeu de réunir tous les référents sur un même lieu, et puis de réfléchir ensemble à comment on fait pour aller plus loin. Ce réseau des référents handicap va se réunir le 17 et 18 mars à Lyon, dans une grande manifestation nationale qu'on a baptisée l'université du RRH, du réseau des référents handicap, où là aussi on va travailler sur ce sujet de la professionnalisation des acteurs. On va travailler sur c'est quoi l'entreprise inclusive, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, il y a plusieurs lectures. Donc, on aura des conférences inspirantes sur ce sujet. Et puis, bien sûr, on retrouvera les ingrédients classiques du réseau des référents avec des ateliers, et on présentera aussi beaucoup d'innovations, parce que c'est important. Alors, je fais le lien, puisque je parle d'innovation, avec un sujet dont on n'a pas parlé. Dans la réforme,
il y a aussi la révision de ce qu'on appelle les ECAP. La liste des ECAP, voilà, la liste des ECAP, donc les emplois à aptitudes et conditions particulières. Alors, concrètement, aujourd'hui c'est pris en compte, comment c'est pris en compte et qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? Aujourd'hui, la modalité de calcul est aussi un petit peu compliquée. Demain, ça sera une déduction. Les branches professionnelles qui étaient concernées par ces métiers avaient jusqu'à fin août pour travailler à la réduction de la liste de ces métiers ECAP, une liste qui date quand même de 87. Donc on peut espérer que certains métiers aient pu évoluer et qu'avec les évolutions technologiques, mais aussi en termes d'organisation du travail, etc., que les conditions de la pratique des métiers aient pu évoluer. Donc, les branches professionnelles avaient effectivement jusqu'à fin août pour rediscuter avec leurs entreprises de cette possibilité de faire sortir quelques métiers en estimant que via des modalités de compensation, via un certain nombre de choses, il était possible d'employer des travailleurs handicapés sur ces métiers. Donc les branches professionnelles ont eu des vacances studieuses. Il y a quelques pistes qui sont d'ores et déjà envisagées donc, dans les services de l'État. Nous sommes en cours, j'allais dire quasiment d'arbitrage, par les cabinets ministériels, donc le cabinet SEPH et le cabinet Travail, qui viendront valider ou non la réduction de la liste des ECAP et également les modalités de calcul. Donc là, on peut se dire, fin d'année, on a l'intégralité des décrets qui viendront permettre le calcul du montant de contribution à verser en 2021. D'accord. Donc, si je reviens au simulateur, on est aujourd'hui avec une première version du simulateur qui fonctionne. Vous pouvez évidemment rentrer vos données et simuler. On aura une deuxième version qui va être donc une évolution avec de nouvelles fonctionnalités, puis la présentation aussi de nos services, donc qui va être produite pour fin octobre. Et puis, on aura une actualisation. Tout à fait. De l'algorithme de calcul, dès la publication du décret, finalement, on mettra à jour l'algorithme de calcul du simulateur pour pouvoir tenir compte à la fois de la liste des ECAP, mais surtout des modalités de valorisation de la déduction. Voilà, parce que c'est évidemment très important. Alors, un petit mot sur les accords, parce qu'en plus, je vois qu'il y a des questions. Oui, et le temps tourne. Et le temps tourne. Donc, les accords, alors, comme on l'a dit, ça reste évidemment une modalité qui est offerte aux entreprises. Par contre, ce qui change, c'est que l'accord, il est conclu pour 3 ans et il n'est renouvelable qu'une fois. Donc, vous avez un schéma là, qui s'affiche à l'écran. Alors, je précise aussi, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que tous ces éléments vous pouvez les retrouver dans le guide qui a été publié sur la réforme. Ce guide, il est téléchargeable sur le site de la GFIP. Donc, concrètement, aujourd'hui, je suis sous accord. Mon accord s'arrête en 2019. Je vais le renouveler, donc je vais pouvoir partir sur une période à partir de 2020, il va durer 3 ans et il pourra être renouvelé une fois. En revanche, si mon accord qui est en cours aujourd'hui, il s'arrête après 2020, il sera renouvelé une fois pour une période de 3 ans. Donc ça, c'est un changement effectivement important. Alors, on est d'ores et déjà... on parle bien d'accord agréé. On parle d'accord agréé. On ne parle pas de convention avec la GFIP, on parle bien d'accord agréé avec les services de l'État. Absolument. On parle de l'accord agréé, c'est-à-dire celui qui est négocié avec les partenaires sociaux et qui ensuite est déposé auprès des services de l'État pour faire l'objet d'un agrément qui est libératoire de la contribution à GFIP. On a beaucoup de questions d'entreprises qui sont sous accord et qui disent finalement, voilà, à terme, ça va s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes engagés dans une réflexion, évidemment, autour de ce sujet pour voir comment faire évoluer et adapter l'offre de la GFIP à ces entreprises qui sortiraient d'une situation d'accord. Alors, je précise aussi, parce que j'ai vu passer quelques questions, que quand on parle d'accord, on parle de tout type d'accord. On parle des accords d'entreprise, mais on parle aussi des accords de branche. Donc oui, les accords de branche aujourd'hui ont vocation également. Ont vocation aussi à s'arrêter, et c'est une question évidemment sur lesquelles on travaille, puisque par contre, ce qui ne s'arrête pas, et ça c'est important de le dire, c'est pas parce qu'un accord agréé s'arrête que la politique handicap s'arrête. Au contraire, c'est même l'esprit de ce qui est recherché, c'est-à-dire que l'accord, évidemment, il installe la politique handicap, et ensuite cette politique, elle vit portée par les ressources humaines, par l'entreprise au sein de son COMEX ou de son CODIR,
et dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale. C'est ça l'enjeu, puisque l'accord est repositionné comme un outil d'amorce et d'installation de la politique handicap. Alors, évidemment, la GFIP sera partie prenante de toutes ces réflexions sur les évolutions, mais l'accord, c'est aussi la traduction de l'engagement d'un employeur. On a un sujet là-dessus, puisque vous l'avez probablement vu dans la loi Pacte, il est question aussi d'un label. Alors, aujourd'hui, on n'est pas forcément stricto sensu sur un label, mais on parle plutôt d'un indice. On parle surtout de l'engagement des employeurs et comment finalement on valorise l'engagement des employeurs, et des travaux qui ont été conduits sur ce registre dans le cadre de la concertation. Donc là aussi, on sera amené à en reparler. L'important, évidemment, étant que les entreprises s'engagent. Alors je rappelle aussi un petit clin d'œil au passage, c'est qu'on peut s'engager aussi en étant activateur de progrès. Et je vous invite donc à vous déclarer activateur de progrès sur le site de la GFIP. On va avancer, on va avoir peu de temps pour répondre aux questions. On finit ? Alors on finit, on a parlé de toutes les formes d'emploi, donc l'intérim. Il y avait une question sur l'intérim. Alors effectivement, c'est pas l'entreprise qui a recours à l'intérim, ce n'est pas elle qui fait la fiche de paye, donc elle ne pourra pas valoriser directement, en tout cas dans un premier temps, les effectifs intérimaires. En revanche, les entreprises d'intérim, les entreprises de travail temporaire, au même titre finalement que les EA et les ESAT, enverront une attestation chaque année en notifiant les effectifs intérimaires qui pourront être déclarés via la DSN. Alors, les effectifs intérimaires, c'est important parce qu'on vient de signer une convention il y a 2 jours sur le développement de l'intérim avec tous les acteurs de l'intérim et le service public de l'emploi. Donc, c'est évidemment une modalité intéressante et qu'il faut privilégier. Cet accord, d'ailleurs, étant aussi orienté vers la sécurisation des parcours, puisqu'on peut faire de l'intérim dans le cadre de parcours sécurisés. Alors, les emplois tremplins, c'est important aussi d'en parler, puisque la GFIP est partenaire aussi de ce dispositif et elle le finance. Donc, le recours aux entreprises adaptées peut se faire aussi sous forme d'emploi tremplin, où c'est l'entreprise, c'est l'EA qui est porteuse du contrat de travail, mais il y a une entreprise utilisatrice, et on peut faire du détachement au sein de l'entreprise via un emploi tremplin. On peut former, qualifier un collaborateur sur un emploi tremplin, et au terme de l'emploi tremplin, la personne peut être intégrée définitivement à l'entreprise. Donc là aussi, c'est une modalité particulièrement intéressante. Alors, juste, je vois quelques questions sur les extras et sur les intérimaires. Les extras, s'ils sont déclarés en DSN comme les autres collaborateurs, mais sur des temps plus courts, ils seront valorisés de la même façon que les autres collaborateurs. Pour les intérimaires, ce serait une déclaration annuelle, ce ne sera pas une déclaration mensuelle. Alors, on a des questions sur la nomination du référent. Alors, on n'a pas tous les éléments. Aujourd'hui, l'entreprise, elle doit désigner un référent. Est-ce qu'il est interne ou externe? C'est un sujet sur lequel on échange aussi avec le ministère du Travail. En revanche, il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, c'est que ce référent, il doit être accompagné, formé, professionnalisé, et il faut lui donner les moyens d'agir. Et nous sommes en train de développer une offre de professionnalisation sur ce registre. Alors, il y a une question aussi sur les minorations. Effectivement, aujourd'hui, il y a des minorations de la contribution pour les plus jeunes et les seniors, pour les sortants, pour les premiers travailleurs handicapés embauchés, etc., etc. Demain, il n'y a plus de système de minoration. En revanche, il y a un système de survalorisation pour les travailleurs handicapés de 50 ans et plus. Donc, un travailleur handicapé qui serait présent toute l'année à temps plein ne vaudrait pas 1 ETP, mais 1,5 ETP. Donc là, bonus pour les seniors. C'est ça. Et c'est le seul bonus entre guillemets, qui reste. Honnêtement, c'était vraiment la seule minoration qui avait vraiment du poids. Alors, au niveau macro, mais sur l'ensemble des entreprises, c'était vraiment la minoration qui était la plus utilisée. Et les dépenses déductibles? Les dépenses déductibles, on passe de 11 dépenses à 3 dépenses déductibles qui étaient aussi les plus valorisées.
Il y a aussi pas mal de questions. Vous posez pas mal de questions sur tout ce qui va être entreprise multisite, ou est-ce qu'on fait une déclaration par établissement, par entreprise, etc. Alors, on est effectivement sur une déclaration par sirène, d'accord? Donc, une entreprise qui aurait, comme l'expliquait Hugues tout à l'heure, un siège social, des entrepôts, des boutiques, etc. Si toutes ces structures portent le même sirène, on fait une déclaration annuelle des éléments de déduction et de la contribution sur le sirène. En revanche, après, si chaque site fait ses DSN mensuellement, sur ses contrats et sur ses salariés, là, chaque mois, on viendra déclarer le titre de reconnaissance de ces travailleurs handicapés. Et on le sait bien, il arrive que les travailleurs, que les salariés se fassent reconnaître leur reconnaissance à leur employeur avec un petit peu de recul. Il faut être aussi en confiance pour pouvoir déclarer son handicap à son employeur, ou bien les délais de reconduction des RQTH, etc. Il sera toujours possible en DSN de faire ce qu'on appelle des blocs rectificatifs, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a eu connaissance du fait qu'un de ses salariés a une reconnaissance administrative du handicap, au mois de novembre, alors qu'il est en poste depuis, je ne sais pas, le mois de mai, pourra aller faire des blocs changements, c'est-à-dire redéclarer sur chaque mois le fait que ce salarié avait un titre de reconnaissance, et donc sera valorisé. Alors, comment seront calculés les effectifs ? Pour répondre à une des questions, ça, c'est les URSSAF et les caisses de MSA qui calculeront les effectifs au temps réel de déclaration. C'est-à-dire que l'entreprise fera sa déclaration mensuelle via le SIRH, via son système de paye, ou l'expert comptable d'ailleurs. Il y a beaucoup de déclarations en DSN qui sont faites, ou de fiches de paye qui sont faites par des experts comptables. Et donc, les organismes sociaux iront regarder ce qui a été déclaré, et c'est aussi pour ça que c'est très important de commencer à déclarer dès début 2020, de façon à ce que fin d'année, les organismes sociaux puissent calculer les effectifs. Mais si jamais j'ai oublié de comptabiliser un ou deux bénéficiaires, c'est pas grave, j'aurai la possibilité de rectifier. Tout à fait. Donc ça, c'est important de le dire. Tout à fait. L'intérêt, c'est que tout soit automatisé à travers la DSN, mais si jamais il manque un bénéficiaire, on pourra effectivement le prendre en compte. Et ça, c'est important. Alors, quid des mises à disposition d'une EA type ESAT hors les murs? C'est la même chose. Ça sera de la sous-traitance. Ce n'est pas de l'emploi, j'allais dire direct, c'est une prestation. Donc ça sera considéré comme de la sous-traitance. Alors les agences d'intérim, est-ce qu'elles doivent envoyer tous les mois en fait, annuellement. Oui, mais enfin on peut aussi, quand on fait sa déclaration en février, quand on envoie ces éléments, on va pouvoir dire voilà, j'ai fait de l'intérim. Bien sûr, bien sûr. Donc si jamais on ne l'avait pas dit, ça n'avait pas été pris en compte, ça peut être pris en compte, encore une fois, au début de l'année N+1. C'est ça. Alors jusqu'à quand peut-on faire des déclarations rectificatives en DSN? Je pense qu'on a un recul de 3 ans. Alors ça, Anthony, je vous propose de vous connecter au 3e webinaire. C'est pas jeudi prochain, c'est le jeudi d'après, où où je recevrai Pierre-Sylvain Guély, qui lui travaille aux URSSAF, et qui viendra effectivement vous parler de tout ce qui va être processus de déclaration entre maintenant et mi-2021. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Sachez que toutes les questions que vous avez, nous allons les récupérer et que nous y répondrons. Voilà. Est-ce que tu as encore... Je crois qu'on a fait on a fait le tour. Un large tour d'horizon. Alors, peut-être vous mettre ces liens sur le simulateur, sur tout un ensemble d'outils sur la page du site AGFIP, l'OETH évolue, anticipons ensemble. Là, vous allez voir des vidéos, vous allez voir des fiches techniques qui sont
il semblerait très bien faite, et tout un tas d'informations, dont le petit guide, je ne sais pas si tu l'as montré, qui permet d'avoir une vision assez globale, et quelques éléments de ce support en sont issus. Alors j'ai vu qu'il y avait une question sur l'université du référent. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué sur le sujet, mais la date est fixée, donc 17-18 mars. Prenez date. Et évidemment, je vous renvoie sur le site internet de l'AGFIP où on va communiquer sur les modalités d'inscription. Si vous êtes d'ores et déjà actif au sein du référent handicap, d'ailleurs, vous allez pouvoir contribuer très concrètement, puisque les référents en handicap, dans le cadre des travaux sur les territoires, vont pouvoir proposer des ateliers qui se déclineront pendant cette université. Mais on reviendra vers vous pour vous donner plus de détails sur cette opération qui est une grosse manifestation et qui a vocation aussi, encore une fois, à faire un point de rendez-vous. On dira aussi, on fera un point sur la mise en œuvre de l'OETH, puisque ce sera en mars de l'année 2020, et on commencera à avoir un petit peu de recul. Alors, peut-être pour terminer, dire que tout ce travail important qui est fait, il est fait en partenariat évidemment avec les services de l'État. Il y a un plan d'accompagnement, de communication, et donc on sera amené évidemment à en reparler tout au long du processus d'installation, puisqu'on est bien dans le processus d'installation de cette nouvelle mécanique, voilà, il faut le dire, mais qui, encore une fois, a vocation à rendre les choses plus simple et plus fluide, notamment avec ce recours à la DSN. Je vous renvoie sur le site de la GFIP. Alors, on parlait du réseau des référents handicap. Bon, si vous voulez vous inscrire, si d'aventure ça n'était pas déjà fait, entreprise@agfip.asso.fr, alors que ce soit pour participer aux travaux du AAH ou pour aller d'ailleurs à l'université. Et puis, bien sûr, vous retrouvez tout ce qu'on s'est dit sur le site internet de la GFIP. Alors, c'est la fin de cette série de webinaires. C'est l'occasion de, évidemment, dire tout le plaisir que j'ai eu à animer ce webinaire avec Pascaline. Et puis que, bien sûr, cette modalité de travail avec vous a vocation à perdurer sur d'autres thématiques, puisque, bien sûr, c'est un outil intéressant et important pour partager avec vous tous les éléments de ces évolutions. Et il y en aura d'autres, encore une fois, puisque la GFIP y travaille, y compris sur l'évolution de son offre. Tout à fait. Alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je crois, même jour, même heure, je serai avec Marine Neuville, donc qui travaille, elle, dans les services de l'État à la DGEFP. Voilà, et nous reviendrons sur quelques-uns des éléments en venant déconstruire 5 idées reçues sur la réforme. Merci Hugues. Merci Pascaline. Bonne journée à vous. Bonne journée.